Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver ce vendredi soir pour le dernier numéro de la semaine. Et avant de débuter, je vous invite s'il vous plaît à suivre le sommaire. On y va. Au sommaire du dernier numéro de la Grande Team de la semaine. L'actualité sportive d'ici et d'ailleurs, c'est dans LGT News. Zidane dans un nouveau projet, ça fait le buzz. La Ligue des champions UEFA, 8e de finale, quels sont vos favoris? Vos réponses à la question LGT sont attendues au cours de l'actu. Très bonne soirée sportive en compagnie de Marie-Christine Begré et sa team et excellent week-end sur la 3. Ligue des champions UEFA, 8e de finale, quels sont vos favoris? C'est donc la question LGT de ce soir, tout à l'heure dans l'actu, mais bien sûr on aura LGT News, on aura aussi le Focus et le Sabuzz. Pour l'émission de ce soir, 90 minutes de direct en votre compagnie, amoureux du sport sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport, ce sera avec moi, mais aussi avec Jean-Philippe. Jean-Philippe, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Ballot, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Clément, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. José Diati, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Voilà, Clément, today is... Friday. D'accord, donc on va faire rapidement. Chap, Ouais. c'est ça. D'accord, ok. Donc comme l'a dit Clément, hein, today is Friday. Donc comme le disent les Ivoiriens, ballot c'est quoi? On ne dure pas. Non, dis pas aux chances. Voilà. Allez, la première rubrique de l'émission, c'est LGT News où on vous donne l'essentiel de l'actualité sportive. Et c'est maintenant, on y va. LGT News. Rugby pour débuter les news. Émile Ntamak et le Stade Toulousain vont booster le rugby ivoirien. Le Cocody Rugby Abidjan Club ou encore le CRAC accueillent depuis quelques jours le Stade Toulousain Academy pour une semaine de formation et d'échange. En effet, débutée le 23 février dernier, cette initiative qui prendra fin ce vendredi vise à renforcer le rugby ivoirien grâce à l'expertise des coachs de l'Académie du Stade Toulousain. Émile Ntamak est d'ailleurs venu partager son expérience et encourager les jeunes talents avec un programme alléchant. Des entraînements aux ateliers techniques et conférences en passant par l'amélioration des performances des joueurs et entraîneurs locaux, tout a été passé au peigne fin. En marge de cette activité, un after-work a même été organisé, réunissant Émile Ntamak et plusieurs passionnés de rugby. Les échanges ont porté sur son parcours de joueur et d'entraîneur et le développement du sport en Afrique. Ce partenariat avec le CRAC marque une étape clé pour le rugby ivoirien, ouvrant la voie à de nouvelles opportunités et à un rayonnement international. On retient que pour construire le rugby de demain, il faut beaucoup de composantes. Je répète, les enfants, bien sûr, garçons et filles, motivés, les intéressés. Pour ça, il faut des éducateurs compétents qui puissent les garder, les développer. Ça va être de la formation, pouvoir venir passer du temps avec nous, voir comment le rugby à Toulouse est adopté, comment eux vont pouvoir le comprendre et finalement le réadapter, je dirais, au rugby ivoirien. C'est tout ça qu'il faut, avec le temps, je dirais, maîtriser. Mais quand il y a des gens qui sont convaincus, motivés de vouloir faire quelque chose, il n'y a pas de souci, on va y arriver. Golf, la PGA-CI dévoile son calendrier pour l'exercice 2025. L'association professionnelle golfeurs associés de Côte d'Ivoire était face à la presse hier à l'Ivoire Golf Club à Cocody. L'occasion fut belle pour Clémé Nguessan, le chargé de communication, et Jean-Baptiste Aoulé, par ailleurs présidente de la PGA-CI, de présenter le calendrier des compétitions de la saison sportive 2025 organisée par leur association. On peut citer entre autres l'Open Pegassi, Pro-Am Flash, Junior Golf et le Jelly Tour. Ce tour, présenté comme le plus grand de l'exercice 2025, aura lieu du 13 au 17 mai prochain à travers plusieurs parcours à Assini, Yamoussoukro et Abidjan. À noter que la Pegassi, à travers l'organisation de cette conférence de presse, entendait ainsi contribuer à la redynamisation et à la vulgarisation de la pratique du golf en Côte d'Ivoire, qui compte plusieurs centaines de professionnels et amateurs recensés. Je me suis mis au devant pour faire vivre mes BAM. Ils sont 34, le faire vivre. Ils sont restés longtemps à l'homme, ils doivent vivre. Et avec ce sponsoring, je pense que c'est un début. Un début, on ne va pas faillir à ce que nous avons commencé. Nous voulons réussir. Je pense que par la grâce des cieux, nous allons réussir.
Tennis de table, championnat d'Afrique des clubs Tunis 2025. Sodemi Tennis de table termine au pied du podium avec une médaille de bronze. La Côte d'Ivoire était représentée au championnat d'Afrique des clubs champions de tennis de table avec la Sodemi Tennis de table. 9 pays au total participaient à ce tournoi qui a vu les meilleurs pongistes du continent croiser la raquette. Au terme de ce championnat d'Afrique des clubs champions de tennis de table, le représentant ivoirien a fini 4e en s'octroyant la médaille de bronze. Une performance à encourager et à saluer, d'autant plus que les protégés du président Kouadio Yao Thierry découvraient pour la première fois la compétition hors de la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, le premier responsable de ce club n'a pas manqué de saluer la Fédération ivoirienne de tennis de table pour son appui auprès des instances internationales. Nous sommes fiers de nos poulains et nous donnons rendez-vous à l'édition prochaine pour un nouveau challenge, a déclaré Kouadio Yao Thierry. Football, UFOAB, séminaire. Les participants ont reçu leur certificat. Entamé mardi dernier, le séminaire de formation sur les principes protocolaires et les usages protocolaires initié par l'Union des fédérations ouest-africaines a connu son dénouement hier jeudi à travers une cérémonie au siège de l'UFOAB à la Riviera 4 à Cocody. Une fin de formation sanctionnée par la remise de certificats aux participants issus de cette zone venus du Bénin, du Togo, du Niger, du Ghana, du Nigeria, du Burkina Faso et bien évidemment de la Côte d'Ivoire. Les stagiaires ont travaillé sur 3 modules sous l'œil vigilant du formateur des forges Adédia. Philippe Thierry, directeur exécutif de l'UFOAB, n'a pas caché sa joie de voir cette formation prendre forme et a remercié tous les participants pour leur bonne conduite. Cette formation nous a permis de comprendre le rôle du protocole. Quel est son rôle, qu'est-ce qu'il doit faire et même de savoir qu'il y a un code protocolaire. Et il y a l'usage protocolaire. Et quand les utiliser, vraiment, ça a été très enrichissant parce que le code protocolaire, c'est comme des formules mathématiques qu'on a enfin d'installer et donner la préséance aux différents rangs de personnalités que nous installons. Le bon protocole soit un bon précurseur. Donc il faut anticiper dans tout ce qu'il y aura. Donc on a travaillé sur le plan de table, travaillé sur le plan de masse, pour voir un peu l'environnement du stade ou l'environnement d'une cérémonie. Et donc c'est sûr, c'est différent. Et nous avons eu à faire des exercices pratiques. Le déroulé, la différence entre un programme et un déroulé, entre un déroulé et un conducteur. Et aussi, nous avons beaucoup travaillé sur l'ordre de préséance, les relations avec aussi d'autres professionnels. Mondial de Montaigu, un choc Cameroun-Côte d'Ivoire au programme. Par un concours de circonstances, le Cameroun participera au Mondial de Montaigu. En effet, les Lionceaux indomptables U16 ont été engagés dans ce tournoi après le retrait du Brésil. L'annonce du remplacement de l'équipe brésilienne par le Cameroun a été officialisée hier par le comité de direction du Mondial Football Montaigu. Un duel Cameroun-Côte d'Ivoire est attendu le 15 avril à Talmont-Saint-Hilaire, en Vendée. Les Lionceaux indomptables U16 seront donc dans le groupe A en compagnie de la Côte d'Ivoire, de la Chine et de la France, immense favorite avec ses 9 titres remportés. Le record de consécration dans ce tournoi. Maroc. La date de livraison du plus grand stade au monde dévoilée. Le Maroc continue de déployer les moyens lourds concernant ses infrastructures sportives. Des bonnes nouvelles ont été livrées hier à l'occasion de la réunion du comité de pilotage chargé du suivi des projets de stade pour la CAN 2025 et la Coupe du Monde 2030, co-organisée par le Royaume chérifien, l'Espagne et le Portugal. En plus d'avoir dévoilé la date de livraison de tous les stades de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, fixée au plus tard en août, le comité de pilotage a également fait connaître la mise à disposition du stade Hassan II de Ben Slimane, conçu pour être l'un des plus grands et modernes du monde. Construite selon les standards FIFA les plus exigeantes, cette infrastructure gigantesque qui accueillera des matchs du Mondial 2030 sera livrée d'ici décembre 2027, c'est-à-dire 3 ans avant la compétition.
Ligue des champions UEFA, 8e de finale, quels sont vos favoris? C'est donc la question LGT de ce soir. Le débrief des news, mondial de Montaigu, un choc Cameroun-Côte d'Ivoire au programme. Encore, José Diati. Oui, en attendant le grand choc des seniors à la CAN 2025 qui arrive, les deux sélections vont se rencontrer au mondial de Montaigu, devenu mondial de Montaigu. On l'appelait auparavant tournoi de Montaigu. Il est devenu maintenant mondial de Montaigu. Ce sera sa 52e édition. Le tournoi existe depuis 1973. Et la Côte d'Ivoire sera logée dans la poule en compagnie du pays organisateur, la France, la Chine et le Cameroun qui remplace sur pied levé le Brésil qui est forfait. Il faut dire que la présentation de ce tournoi a eu lieu le 4 décembre dernier et le tournoi aura lieu du 14 au 21 avril prochain. 8 équipes sont donc engagées et pour la première fois, il y aura aussi 8 équipes féminines engagées dans ce tournoi. La Côte d'Ivoire a occupé la 3e place à l'édition précédente et la Côte d'Ivoire est très habituée à ce tournoi. Il faut dire que c'est un tournoi qui décèle de nombreux talents. Ici même en Côte d'Ivoire, bon, un peu plus loin, dans un passé un peu plus lointain, au début des années 2000, c'est de là qu'est parti Gosso Gosso, voilà, qui était coaché par le grand Didier Benjamin, le coach Didier Benjamin, qui avait monté une équipe sur pied, partie de l'INJS, Centre national du sport des techniques de haut niveau, qui avait monté cette équipe et parti au début des années 2000 à Montaigu et avait fait belle prestation. C'est de là-bas que Gosso Gosso a été repéré et il est revenu en tant qu'un grand éléphant. Donc, on attend le Cameroun pour ce tournoi, espérant que le Cameroun arrive vraiment avec des joueurs effectivement âgés de moins de 16 ans, parce que ça, c'est la plaie aussi du football africain. Et, espérons. Voilà, espérons vraiment. Et je pense que d'abord, la presse camerounaise même s'est réjouie aussi de ce repêchage du Cameroun qui a estimé que ce serait un bon test pour les garçons. Très bien. Et on espère que vraiment la Côte d'Ivoire va faire bonne prestation. En tout cas, le duel Cameroun-Côte d'Ivoire au mondial de Montaigu est attendu pour le 15 avril. Voilà. Et puis, Maroc, la date de livraison du plus grand stade au monde est dévoilée. Balo, on en parle. Oui, absolument, a été dévoilée pour, bien sûr, la Coupe du Monde 2030 co-organisée par l'Espagne et le Portugal. Il faut savoir que c'est un stade d'une capacité de 115 000 places et que le site de Casablanca a été désigné pour accueillir la finale et les travaux ont commencé en octobre 2023 et sera donc livré d'ici décembre, ce qui veut dire que les travaux se sont très bien passés. C'est sur un site de 100 hectares que ce stade-là sera construit. Et bien, autour de ce stade, on aura des jardins abritant des terrains de sport que vous voyez donc avec, à l'image avec la maquette et aussi des tribunes VIP. Mais il faut savoir que le détenteur du record du stade le plus grand, eh bien, c'est en Corée du Nord. Bien sûr, le stade du 1er mai à Pyongyang, en Corée du Nord, qui a une capacité de 114 000 places. Donc, eh bien, le stade Hassan II coiffe au poteau bien ce stade du 1er mai de Pyongyang avec 115 000 places. Et il faut savoir aussi que ça a été donc conçu par l'architecte Tariq Oulalou, qui a déclaré que ce stade-là incarnait la culture marocaine et bien, dans toute sa splendeur et qu'elle incarnait également eh bien, le nouveau Maroc, le Maroc contemporain et le Maroc moderne. Et pour terminer, il faut savoir que le plus grand stade, tous sports confondus, c'est un stade de 132 000 spectateurs du côté de l'Inde, le stade Narendra Modi d'Ahmedabad. Donc voilà, c'est le Maroc qui est en train de rentrer dans l'histoire, si vous voulez, des infrastructures du continent. Après le grand stade sénégalais de Diamniadio, eh bien, le Maroc aussi se dote d'une infrastructure supplémentaire et pas des moindres, ce stade qui est le plus grand stade au monde. En tout cas, cette bonne guerre, le Maroc prouve qu'elle reste donc un grand pays de sport, de développement du sport, et c'est une très très bonne nouvelle. Il faut rappeler à titre additif que le Maroc va accroître
son circuit du TGV. Donc il y aura des TGV supplémentaires dans l'optique de cette Coupe du Monde en 2030. En tout cas, cette infrastructure gigantesque qui accueillera donc des matchs du Mondial 2030 sera donc livrée d'ici décembre 2027. Clément. Ah ouais, tout à fait. Là, on parle quand même d'une démonstration de force de la part du Maroc. On sait que le Mondial aura lieu en 2030 et eux, ils ont déjà donné le délai de livraison qui sera en 2027, c'est-à-dire 3 ans avant la compétition. Ça veut dire qu'ils ont les moyens de leur politique. On a vu même pour la CAN, ils ont même fait sortir une application qui va aider, qui va faciliter la vie de tous ceux qui vont participer à cette compétition-là. Donc ils vont faire les choses différemment. Ils sont sur du soft power, qui est une sorte de politique par le sport. Donc je pense qu'ils sont bien partis depuis un bon moment. Et ce qui est frappant quand même dans ce stade-là, dans ce projet-là, c'est c'est l'un des rares stades qui aura quand même un toit en aluminium, tout ça. Donc ça veut dire qu'ils ont mis énormément de moyens. Et quel est l'objectif qui est caché derrière ce plan-là, ou bien encore la construction de ce stade? C'est se donner les chances, les moyens d'accueillir ce qu'on appelle la finale devant les stades tels que le Santiago Bernabéu ou encore les stades de Lisbonne et autres. Donc eux, ils doivent faire la différence. Et puis ici, ils arrivent quand même à avoir ce stade de 115 000 spectateurs, de 105 000 places. Je pense qu'ils se donnent fortement les chances de prendre cette finale. Voilà, en tout cas, un magnifique stade à venir. On marque une petite pause, amoureux du sport. Vous ne bougez surtout pas, on se retrouve dans seulement quelques petites secondes pour la suite de notre émission. A tout de suite. Allez, salut à tous et bienvenue dans l'heure des tchatcheurs et merci de votre confiance. Messieurs, installez-vous confortablement le temps de cette chaude empoignade. Mais ils doivent aller gagner, ils doivent aller prendre 3 points en déplacement. À chaque jour suffit sa peine, M. Soileau. C'est ça le football. À la recherche de sensations footballistiques autour d'un débat, ne cherchez plus. L'heure des tchatcheurs, le débat sportif par excellence, déroule le tapis rouge pour des débats encore plus fun. Tu emploies le mot parce qu'il faut les employer. Plus chaud bouillant et plus critique. Quand tu es un compétiteur, tu ne te laisses pas marcher dessus. Je suis désolé. On peut tout me raconter, mais il n'y a pas photo. Sinon, parce que tu es champion d'Afrique, que c'est fini, tu es titulaire à part entière. L'heure des tchatcheurs n'a jamais été aussi envoûtante comme cette saison. Monsieur Massagourou, 3 finales, c'est le football en déplacement et à la maison. Ah donc tu n'aimes pas les finales, monsieur Soileau? Non, c'est parce que la mais je parle une défaite encourageante. Donc ça veut dire quoi? Il y a le profil, il y a la polyvalence. Oui, des éléments qui importent. Laisse-nous attendre. Magat et ses tchatcheurs, sans langue de bois, vous donnent rendez-vous du lundi au vendredi à 10h en direct sur la 3. Les débats plaisir, c'est toujours sur la 3. Allez, salut. La 3, nous offrons 3 fois plus de sport. Nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team, toujours en direct sur la 3 et nous passons au focus de ce soir. C'est maintenant. Alors, la 21e journée de la Ligue 1 et la 17e journée de la Ligue 2 se disputent ce week-end. Des affiches permettront de décanter la situation en tête des différents classements. Donc, on va d'abord s'intéresser à la Ligue 1 avec le programme et le classement. Oui, donc pour le programme, Boaké FC va affronter le CO Korogo. Le Lys de Sassandra va en découdre avec Iska. Le FC San Pedro va affronter le Stella Club. Zoma FC va donc essayer de remporter le match face à la SOA. Le FC Mouna va affronter la SEC Mimosa dans le cadre d'un choc. Le Racing Club, sur une bonne dynamique, va faire face à l'AS Denguélé. Sol FC va essayer d'aller battre le Stade d'Abidjan. Et enfin, le FC Oza va affronter la FAD. Pour le classement, on voit bien que le Stade d'Abidjan caracole toujours en tête avec 42 points. La FAD derrière avec 37. La SEC Mimosa est en embuscade avec 33 points. Également, le FC Mouna à égalité de points, ce qui prouve l'importance du choc parce que l'équipe qui remporte va accrocher la 3e place et les 3 relégables sont Lys de Sassandra avec 20 points, l'AS Denguélé 17 points, le FC Oza 14 points et la grande information, c'est que le Racing Club est sorti de la zone rouge.
Voilà, Racing Club sorti donc de la zone rouge. FC Mouna, ASEC Mimosa. Bon, quelle équipe semble la mieux armée pour sortir vainqueur de ce duel? Jean-Philippe. Ah, c'est compliqué à répondre. Hein. Elles se tiennent dans un mouchoir de poche. À l'expérience, je serais prêt à dire l'ASEC Mimosa. Mais dans la réalité, dans les faits, l'ASEC a quand même, je dirais, perdu quelques pétales face à certains adversaires. Et les jaunes et noirs pourraient être surpris par l'équipe de Mouna, même si c'est un secret de polichinelle. On sait le grand attachement qu'a le président de ce club pour le club jaune et noir et sa filiation avec le président Maître Jaunier. Oui, c'est la famille, mais il ne le cache pas, ça tout le monde le sait, mais ça n'empêche pas que son équipe quand même respecte le jeu. Parce que sur le match aller, la SEC n'avait pas pu battre cette formation de Mouna FC. Donc, si on se base sur déjà ce premier résultat au match aller, si on regarde la courbe des deux formations, je dirais que Mouna a toutes les chances de contrarier les plans de la SEC. Mais là, la SEC, ils n'ont pratiquement plus de joker. Ils sont relégués à 9 points du leader. C'est vrai que Mouna a le même nombre de points, mais quand on parle de la course au titre, c'est la SEC, la FAD qui sont en train de courir derrière le stade d'Abidjan parce que ce sont les places naturelles que d'être championne de Côte d'Ivoire. Et on a l'équipe de Mouna qui est à son premier exercice au niveau de la Ligue, deuxième exercice, pardon, au niveau de la Ligue 1 et qui, sur ce deuxième exercice, est en train de démontrer de très belles choses. Donc, ça va être une rencontre assez ouverte. Je sens un score étriqué en faveur de qui je serais un peu, je dirais, magicien de le prédire, mais je pense qu'on ne va pas s'ennuyer. D'accord. En tout cas, les Mimos, vous l'avez dit, hein, Jean-Philippe, les Mimos qui ne peuvent plus se permettre un faux pas, José Dati. Oui, naturellement, parce que la SEC est dans une mauvaise passe comparativement au club de FC Mouna, qui est une bonne dynamique. Ça, c'est le match à ne pas perdre. Si la SEC veut rester dans le peloton de tête et ne pas dégringoler un peu au classement, parce que le vainqueur de ce match aura forcément une bonne position derrière le stade et peut-être la FAD qui pourra voir venir les choses, puisque la FAD joue vraiment le dernier match en retrait. Et puis le leader, le stade d'Abidjan qui sera à l'épreuve de Sol FC. Oui, Clément. Ah ouais, je pense que le stade, ils doivent quand même trouver cette régularité-là. Et c'est ce qu'ils font depuis un bon moment. Ils essaient quand même de plier les débats. On sait que sur les 7 derniers matchs du stade d'Abidjan, c'est quand même 6 victoires. Seulement qu'une seule défaite face au Racing Club d'Abidjan. Donc je pense que... Voilà, après aussi, il faudra se méfier de cette jeune formation du Sol d'Abidjan qui pratique un beau football, Sol d'Abobo qui pratique un beau football qui sait très bien jouer, mené par Ouattara, l'ancien coach du Racing Club d'Abidjan. Donc je pense qu'ils savent jouer au football, ils savent embêter tout le monde. Et là, ils ont un regain de forme. Mais après, on sait que la compétition africaine a tellement fait du bien à cette formation du stade d'Abidjan, qui est en mode pragmatique, qui sait piquer ses adversaires, qui sait dicter tout ce qui est tempo du match, qui ne s'affole pas également. Donc ils ont de quoi quand même aller chercher la victoire parce qu'ils ont 42 points. Et ils doivent quand même s'éloigner de cette formation de AFAD qui a 37 points. Et ça passe obligatoirement par une victoire face à cette formation de Sol d'Abobo. Les Abobolais qui peuvent freiner les yéyés, Balo, vous pensez? C'est pas très évident. Hein. Pour moi, le stade d'Abidjan est l'équipe favorite de cette confrontation. C'est une équipe qui sait même aller chercher les victoires dans les toutes dernières minutes. Il faut savoir que face au FC Oza, le stade était mené au score et a su remonter pour aller chercher la victoire. Et on sent clairement que l'aventure en Ligue des Champions a apporté beaucoup à cette équipe en termes de gestion de match, en termes d'expérience de rencontres. Donc pour moi, le Stade d'Abidjan est l'équipe favorite et pour moi est en train d'aller accrocher un titre parce qu'elle relègue, je pense, à 8 points, 37, 42 points, 8 points. La FAD, second au classement. Ouais. Plus loin derrière, on a l'ASEC et le FC Mouna. Donc pour moi, le Stade d'Abidjan est en ballottage favorable pour aller chercher un éventuel titre. Et pour moi, face au Sol FC, pour moi, le Stade a toutes les cartes pour l'emporter, que ce soit grâce à son portier Drissa Bamba, grâce à des joueurs comme Salé Roger en attaque, comme Akaïsis Baudelaire, notamment aussi en milieu de terrain. C'est une équipe qui a toutes les armes. Maintenant, comme c'est le football, je peux, en tout cas, on peut évoquer l'éventualité d'un exploit de l'équipe du Sol. Mais pour moi, attention quand même à constater le buteur de cette formation, le Sol, c'est l'international U20 qui est capable
fatiguer tout ce qui est défenseur. On sait que voilà, il a fait chuter Lafad lorsque Lafad était leader. On va voir ce que ça va donner. Comme tu l'as dit, il y a beaucoup d'expérience du côté du stade Abidjan et ils savent contrôler les matchs. On a l'impression qu'ils ont cette baraka du champion et que le match qu'ils remportent à la dernière minute face à Oza, c'est un match que Oza devait plier. Pareil face à Iska. Iska devait plier la rencontre en première période et là, ils se sont fait quand même, ils se sont fait déjouer par cette formation du stade Abidjan qui est rodée, qui a l'expérience et parce qu'ils ont des joueurs expérimentés qu'ils ont été cherchés en début de saison. Et FC Oza, est-ce que FC Oza serait capable de réussir la remontada? FC Oza sortir de la zone de relégation. Ah oui. Oui, ils sont capables. Devant, il y a le Lys de Sassandra. Ils ont battu la formation du Denguele d'Odiene qui est juste devant elle. C'est vrai que pour l'instant, Oza est englué à la dernière place de ce classement, mais on l'a dit, il reste 10 journées, 30 points à prendre. C'est 9 journées maintenant, puisque on a actualisé le classement après la 21e journée, mais 9 journées, c'est 27 points à prendre, c'est énorme. C'est vrai que tous ceux qui sont devant ne vont pas perdre, mais il y a forcément des chevauchements, des chamboulements qui vont se créer au niveau de ce classement-là. Oza est dernier avec 14 points. Juste devant eux, il y a le Denguele, il y a juste un match de différence qui a 17 points. Et on a Lys de Sassandra qui a 20 points, qui est le premier non relégable. Donc, je dirais jusqu'à la 10e place même, tout est jouable. C'est-à-dire la SOA qui est 10e avec 24 points, Boaké 24 points, 11e, Korogo 22 points et Racing Club d'Abidjan 22 points également, 12e et 13e et Lys qui est le 14e. Sauf que, comme je le disais, on a une formation dans le bas du tableau qui est en train d'avoir des résultats extraordinaires, de manière exponentielle. C'est l'équipe de Racing Club qui risque de laisser toutes les autres équipes là-bas. Mais attention, pour moi, ni Oza ni les Denguele ne sont pour l'instant condamnés à la Ligue 2. Devant, il y a quelques équipes qui m'inquiètent. Sol FC m'inquiète. Iska, c'est vrai, ils sont 10e, 9e, mais voilà, il leur faudra véritablement faire un rodeo technique pendant longtemps à l'abri Botoro pour ne pas se retrouver dans le bas du classement. Maintenant, on a le COK, l'habitué du bas du tableau qui, chaque année, miraculeusement parvient à se maintenir. Est-ce que cette année encore, ils le pourront? Voilà, il y a tous ces éléments-là. Il y a tous ces éléments. Oui, Balo, vous juste ajouter sur le cas de FC Oza. Oui, juste ajouter que les indicateurs, pour le moment, sont bons. Pour le match face au stade qu'on a pu voir, dans le jeu, clairement, c'est une équipe qui a montré beaucoup de maîtrise, qui a montré qu'elle est montée en puissance dans le contenu du jeu. Donc, au football, lorsque le contenu est en marche, est en bonne marche, on peut espérer à tout moment enregistrer des résultats, même si ce n'est pas encore le cas. Donc oui, pour moi, il y a encore de bons indicateurs. Il faut, pour moi, accompagner ce contenu du jeu-là par une plus grande vigilance, moins de naïveté défensive, parce que c'est ce qui, pour moi, a causé leur défaite face au stade d'Abidjan. Et après la Ligue 1, on est en Ligue 2, justement, cette 17e journée ne sera pas de tout repos pour les équipes en tête des différents classements. Déjà, commençons par le groupe A, dont voici le programme complet et le classement. Oui, donc pour la poule A, on a l'Agir FC qui va affronter Espérance de Boaké. Yamoussoukro FC va faire face à Issa-Ouazi. L'Africa Sport va en découdre avec l'Asie d'Abengourou. ADFK va faire face à Donkof FC. L'Espérance d'Issia face à Aléfim. L'Amfiara FC va affronter l'US Bingerville. Et enfin, l'US Agboville va faire face au WAC. Et pour le classement, donc on voit bien que l'Africa Sport est en tête avec 32 points et que l'Agir est juste derrière à 2 points seulement, à égalité de points avec l'US Agboville. Donc on voit bien que les 3 premières équipes se tiennent dans un mouchoir de poche. Et pour pratiquement les 3 derniers, sinon l'Espérance de Boaké, 15 points, les Films, 14 points. Et 14e, Issa-Ouazi, Lanterne Rouge, avec 14 points également. En tout cas, les regards seront tournés, José Diati, vers l'Africa. L'Asie qui est un adversaire de taille quand même. Oh, l'Asie d'aujourd'hui, l'adversaire de taille face à l'Africa, bon, un adversaire particulièrement difficile, très difficile pour les Aiglons. Difficile peut-être à manœuvrer parce que l'Asie n'est pas loin aussi de la relégation. Il y a 4 points seulement entre le 8e qui est l'Asie et le 14e qui est Issa-Ouazi, qui est une bonne dynamique depuis l'arrivée du nouveau président Stéphane Kipré. Donc effectivement, c'est un match quand même difficile pour l'Africa, mais vous savez, l'Africa, au moment où on s'attend peut-être le mieux, c'est là que cette équipe peut-être pêche. Et on espère bien que vraiment l'Africa va prendre ce match par le bon bout
et maintenir la cadence qui est la sienne pour toujours demeurer en tête du classement. Et déjà, quelles sont les armes pour les Aiglons, Clément? Ouais, je pense que quand on prend l'effectif, ce n'est pas un effectif qui fait rêver. Hein. Donc à eux d'aller au courage, à la volonté, à la grinta, et puis surtout de se rappeler de ce poids, le poids du maillot qu'ils portent, parce que ce maillot a quand même une histoire. On parle quand même de l'un des monuments du football ivoirien qui est en Ligue 2. Donc à eux, ils ont quand même une responsabilité, une grosse même d'ailleurs, c'est de faire remonter cette formation de l'Africa Sport. On connaît les scénarios, on sait qu'à chaque fois, à la dernière minute, ça n'a pas fonctionné pour cette formation de l'Africa Sport. Peut-être qu'ils n'ont pas un effectif qui fait rêver, mais peut-être que c'est cet effectif-là qui va peut-être les faire monter cette saison. Mais pour l'instant, on sait que la journée précédente, ils sont sortis quand même gagnants de cette journée parce que Yamoussoukro a calé. Et il y a l'entente sportive à Beauville également qui a calé. Mais attention, à Beauville, Yamoussoukro et Africa Sport n'ont pas vu venir cette formation de l'AGI qui est en train de talonner tout le monde dans cette poule. Alors donc, attention au duel de dernière minute qui ne sourit pas au vert ou au rouge. Peut-être que ça sera face à l'AGI, ça sera face à Beauville, on ne sait pas. Mais à eux d'enchaîner les victoires. Et moi, le scénario préféré pour cette formation de l'Africa Sport, c'est de plier les débats avant la dernière journée. Et ça passe par la régularité, ça passe par avoir beaucoup de victoires pour éviter tout ce qui est stress de dernière minute. Justement, parce que l'AGI de Guiberois qui reçoit l'Espérance de Boaké. Oui, et je pense que c'est une équipe qui est sur une très très bonne dynamique. Hein. Une équipe qui sait en tout cas évoluer défensivement, qui sait aussi être assez présent dans les duels. Hein. Je pense qu'on a eu à retransmettre la plupart des matchs de l'AGIR lors des saisons passées. C'est une équipe dans les duels en tout cas qui montre beaucoup de détermination. Pour moi, sur cette rencontre, elle part favorite et d'autant plus que l'enjeu est important. C'est une équipe qui est à 2 points de l'Africa Sport d'Abidjan. Donc en cas de contre-performance des Oyer, eh bien l'AGIR peut prétendre à prendre la tête, puisqu'il y a aussi l'US Beauville en embuscade, mais qui peut prétendre quand même à être devant au classement, ce qui n'est pas mal. Donc pour moi, c'est une équipe qui peut remporter cette rencontre. Oui, Jean-Philippe. Bon, écoutez, concernant cette formation de l'AGIR de Guiberois, bon, elle a fait un bon qualitatif. C'est une équipe qui, dans cette Ligue 2-là, n'a pas ces dernières années montré de grandes ambitions. Bon, on est quoi? On est dans une année électorale. On sait que c'est le club dont est issu quand même le directeur exécutif. Monter en Ligue 1, c'est s'assurer de déjà un vote à 3 points. On commence à faire les calculs. On va motiver les garçons. Mais non, il ne faudrait pas qu'on se voit la face. Hein. On sait comment ça se passe. Et donc, voilà, il faut assurer la réélection. Ça fait également partie de la vie comment on appelle, de ces différents clubs. Maintenant, derrière, on a quoi? On a l'Africa Sport d'Abidjan. 4e année de suite où l'Africa termine soit 2e ou au maximum 4e. Ça fait trop. Les supporters ont grincé les dents. Le club s'est un peu relevé face à Oazi lors du dernier match. Ils vont croiser l'Asie d'Abengourou. Bon, je pense que ça va être une journée assez déterminante pour les 3 ou les 4 équipes. Les 4 équipes, excusez-moi, comment on appelle, du haut de ce classement-là, de la poule A de cette Ligue 2. Et en tout cas, ce week-end risque d'être déterminant quand même. Déterminant, en tout cas. Et puis, face à aussi une équipe de Issiawazi qui lutte pour le maintien, Yamoussoukro FC qui peut se relancer. Est-ce qu'il peut se relancer dans la course à la montée? José? Ah oui, Yamoussoukro FC, c'est l'équipe qui déçoit actuellement. C'est l'équipe qui est vraiment légèrement en perte de vitesse. Oui. Ils ont du béton dans les chaussures quand même. Le propriétaire est dans le béton. En tout cas, c'est une équipe qui est prédestinée à être championne, à la montée. Hein. Mais depuis quelques journées, on sent que ça ne va pas trop. Contrairement à Issia, contrairement à ce qu'on pense, Issia est toujours dernier, mais il y a une évolution quand même au niveau de la marge, au niveau des points. Vous voyez que ça se tient au niveau même du classement. Les équipes entre le 8e et le 14e, ça se tient à pratiquement 3 à 4 points. Hein. Voilà, donc ici, par contre, est une bonne dynamique. C'est vrai qu'ils ont perdu récemment, mais contre l'Africa, en plus contre l'Africa, contre le leader. Mais ici, c'est une bonne dynamique parce qu'il y a toute une restructuration qui a été mise en place avec notamment le directeur sportif, Lolo Igor, qui a été appelé pour restructurer un peu le club. Et je pense que cette équipe-là ne va pas
tomber en deuxième division. Et surtout avec l'arrivée du coach. L'arrivée du coach, oui, c'est vrai, l'arrivée du coach aussi. Tout ça, voilà, depuis les 5 matchs. 5 matchs, ouais, c'est ça. Voilà, donc je pense que cette équipe-là est bien partie pour se maintenir, mais comme c'est le foot, on attend les résultats d'abord. On attend les résultats d'abord. Allez, toujours en Ligue 2, hein, on passe à présent au groupe B. Donc voyons le programme complet, le classement de ce groupe B. Oui, donc pour les confrontations dans l'AS Divo face à l'AS Tanda, le derby des AS, Leader Sporting Club face à l'US Bafing. L'US Tchologo va affronter Songo FC, le FC Adiaké va en découdre avec l'USC Bassam. L'US Fermier va faire face au CO Boisflé. Le CO Sport va affronter le Sporting Club de Gagnoa et le RFC Aboisseau va faire face à Sirocco FC. Classement? Oui, donc pour le classement, on voit que Leader est en tête avec 31 points, à égalité de points avec l'US Bafing et l'US Tchologo. Donc 3 équipes ex-aequo au classement. Et enfin, pour les derniers matchs, on a l'AS Tanda, Sirocco FC et l'USC Bassam. Là aussi, entre Sirocco et l'USC Bassam, il y a seulement un seul point, donc c'est assez serré. En tout cas, pour le choc au sommet hein, entre Leader Sporting Club et de Marcory et l'US Bafing, déjà votre favori, Jean-Philippe? J'aurais dit l'US Bafing pour, je dirais, l'historique, l'habitude, une équipe qui a déjà connu le haut niveau ici avec la Ligue 1. Mais quand je regarde ce que Leader est en train de démontrer cette saison, je me dis que cette rencontre peut quand même, je ne vais pas dire accoucher, mais produire un match nul. Voilà, je pense que les équipes sont capables de se neutraliser parce que cette équipe de Leader joue très bien. Et dans cette bataille, c'est vrai que généralement, dans les confrontations directes, les favoris l'ont emporté au niveau surtout de cette poule. C'est vrai, je serais un peu tenté de pencher du côté de Bafing, mais je vais maintenir quand même le match nul. Je pense que ces équipes vont faire match nul. Balo et vous, Leader Sporting Club de Marcory et ES Bafing? Oui, je pense que Leader Sporting Club est actuellement sur une bonne dynamique. La preuve, c'est l'équipe qui est en tête. Mais on se souvient que l'ES Bafing aussi, en tout cas, est une équipe qui sait produire du football. Mais si je dois trancher, moi je dirais que Leader Sporting Club me paraît surfer sur une bonne dynamique pour montrer de bonnes ressources dans cette rencontre. Et on a l'US Tchologo, Clément. Ah ouais, tout à fait. L'US Tchologo avec son nouveau projet, c'est vrai qu'on attendait vraiment l'US Tchologo dans cette poule B-là avec le Sporting Club de Gagnoa et ce fameux Lyon. Et voilà, et tout un coup comme ça, c'est le Leader Sporting Club de Marcory qui est en train de dicter les choses en compagnie de Bafing pour dire que le football, et ça, la vérité, c'est véritablement sur la pelouse, sur le terrain. Et cette formation de leaders qui se comporte très très bien. Je vais faire une petite parenthèse quand même avant de remonter sur Tchologo. Ils ont de bonnes stats quand même. C'est moi l'équipe la plus en forme de cette poule B là. C'est quoi? C'est 9 victoires pour eux, 4 matchs nuls puis seulement que 3 défaites. C'est la meilleure attaque de cette Ligue 2. Ils ont 24 buts marqués. Voilà, ils sont sortis de nulle part. Ils sont en train de créer la surprise dans cette poule B. Après Tchologo, je pense qu'il manque de régularité. Quand à démarrer la saison, ils ont eu quand même une bonne phase. Ils ont enchaîné les résultats. Après, ils ont laissé beaucoup de points. Ils ont eu beaucoup de clean sheets. Et après, ils ont laissé beaucoup de points avec le Sporting Club de Gagnoa. Ils n'arrivent pas à aller afficher cette forme de régularité. Ils n'arrivent pas à plier les débats. Donc, ça laisse la porte ouverte à des formations telles que le Leader Sporting Club de Marcory ou encore cette formation de Bafing qui est très très solide également. Donc, la vie sera difficile pour le Sporting Club de Gagnoa et l'US Tchologo dans cette poule B-là parce qu'on a des promus qui viennent de la division 3 qui ont des dents très très longs et qui veulent aller chercher également cette montée. En tout cas, au niveau du Sporting Club de Gagnoa, il y a des actionnaires qui ont démissionné, José Diati. Oui, bon, ça c'est vraiment malheureux. Bon, c'est vraiment malheureux, comme on dit. Bon, le Sporting de Gagnoa est venu de façon tonitruante en début de saison avec tous ses actionnaires. En fanfare. En fanfare, voilà. Moi, je l'ai dit ici sur le plateau, il y avait une certaine euphorie quant à voir les actionnaires, certaines personnes venir acheter le Sporting. Moi, j'ai dit que c'était bien, mais il fallait connaître le modèle économique avec lequel ces personnes qui venaient acheter le club, le Sporting. Mais aujourd'hui, ça se voit. Il y a toute une mésentente. Et puis, bon, je le dis toujours, quand le modèle économique n'est pas bien monté, les gens, ils viennent acheter un club, ils ne savent pas que ça toute une activité autour du club. Voici pourquoi je dis, même quand quelqu'un vient acheter un club,
tout le monde doit être impliqué, que ce soit au ministère, que ce soit même dans la ville, que ce soit les conseils régionaux, tout ça, pour voir, comme on dit en griffe chez nous ici, pour voir clair un peu dans ce... Parce que ça amène une dynamique dans toute cette région. Et vous voyez, avec toutes ces nouvelles qu'on attend avec ces départs d'actionnaires, ouais, un peu ça perturbe un peu tout le monde, pas seulement le club, pas seulement les joueurs, mais perturbe toute la région. Voilà. C'est bien dommage, en tout cas. Oui, c'est la démission des... Mais écoutez, cela fait partie de la vie de toute entité, hein, je dirais de toute entreprise, de toute organisation. Moi, je pense qu'il n'y a pas péril dans la demeure, il n'y a pas d'alarme. Les joueurs sont là, je dirais pour l'instant, les fondamentaux sur lesquels les nouveaux dirigeants sont en train de bâtir ne sont pas encore bousculés. La tête du projet est là. Voilà. Des actionnaires qui sont partis, bon, moi, jusqu'à preuve du contraire, peut-être que d'autres ont les informations, je n'ai pas lu les raisons pour lesquelles ceux-ci sont partis, mais de ce que j'ai vu de l'extérieur, pas de ce que c'est ce que j'ai vu de l'extérieur, la tête du projet, quand elle est arrivée, elle était, entre guillemets, contrainte de travailler avec ses co-actionnaires. Oui, puisque dans un premier temps, cette tête de projet devait être, je dirais, voilà, donc, je ne vais pas dire unique propriétaire, mais devait être véritablement celle qui gère le projet. Et on se rappelle de cette réunion qu'il y a eu, et au sommet de cette réunion, il y a eu un partage du gâteau. Bon, j'ai l'impression que ceux qui font partie de ce partage sont en train d'abandonner. Quelles sont les raisons? Elles sont diverses. Peut-être qu'elles n'ont pas la capacité de pouvoir suivre financièrement le projet gagnant à ce que cela doit devenir. Donc elles préfèrent se retirer avec élégance. On n'en sait rien. Donc moi, pour l'instant, je ne peux pas penser que c'est peut-être le projet qui est en danger. Sauf que sur le plan sportif, je peux être d'accord avec Djati, l'équipe de Gagnon ne doit pas se retrouver là où elle est actuellement. Elle doit rester à la première place. Voilà, c'est la fin du focus. On va marquer une petite pause, hein, amoureux du sport. Vous ne bougez surtout pas. On se retrouve dans seulement quelques petites secondes pour la suite de notre émission. Allez, à tout de suite. Bonjour, bonsoir. Oyez, oyez. Oyez. Suivez-nous. Merci Brissano de te mettre derrière moi. Le monsieur, il est un gabarit. Hein. Appelez-moi, dites-moi, je te clenche du feu. Attends, il y a quoi? Le temps est changé. Congélateur, reste concentré. Est-ce que tu n'as pas le sentiment de ton fort intérieur d'avoir gâché la carrière de ce petit? Toi, viens te poursuivre dans tes propos là. De quoi il parle? Si Makosso parle qu'il y a des résultats spirituels, c'est que Makosso est... Mais c'est surtout qu'il était homme de Dieu. Nous là, on n'est pas dans ce football-là pour faire une conférence pour guérir les gens. Tu es fâché? Non, mais tu me poses des questions qui me chauffent le cœur. Tu peux me dire que... Non, ton cœur est déjà chaud. J'ai même pas encore commencé. Non, mais tu peux pas aller à moi. Tu es trop petit dans mon dossier. Voilà. D'aucuns disent que tu portes, voilà, tu t'habilles bien, tu es un sapeur, mais que tes vêtements ne coûtent pas vraiment cher. Voilà, je m'habille comme je veux. Je portais les habits des animaux. Non, c'est manque de respect, ça. Voilà, voilà la partie là. La partie où elle te manquait de respect, là, ça vient. Mais tu vas où? Non, moi, je suis pas dans ça. On est sauvé par le gars. Non, je suis pas d'État. Parce que je vous ai déjà parlé de ça. Je ne suis pas d'État. Je vous donne rendez-vous du lundi au vendredi pour la saison 5 de Pipolémique. Avec Maze Team, nous allons vous offrir des moments exceptionnels, une expérience à vivre absolument. Retrouvez Pipolémique, l'émission numéro 1 sur la polémique, du lundi au vendredi à partir de 13h30. PPLK, le numéro 1 sur la polémique. Allez, nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team ce vendredi soir et nous passons à présent à ce qui crée le buzz sur la planète sportive. C'est dans sa buzz. On y va. Zidane se lance dans un nouveau projet. Zinedine Zidane veut inscrire dans la durée son nom dans les annales du football en particulier et du sport en général. En témoigne le nouveau projet qu'il est en train de mettre en place. Cette vidéo nous plante le décor. On regarde.
Légende incontestée du football, Zinedine Zidane se lance dans un nouveau projet qui marque son engagement durable en faveur du sport. Il a décidé à 52 ans d'investir dans un complexe sportif novateur dans les Pyrénées-Orientales. Ce projet ambitieux, réalisé en collaboration avec ses proches, mobilise 5 millions d'euros, soit 3 milliards 275 millions de francs CFA et traduit sa volonté de promouvoir des activités physiques accessibles à tous dans un cadre convivial et moderne. C'est dans la commune de Toulouge, située près de Perpignan, que sera implanté ce complexe d'une variété d'installations. Il y aura des terrains dédiés au football à 5 et des cours de padel répondant à l'engouement croissant pour ces pratiques. Baptisé France 98, en souvenir de l'épopée victorieuse de Zidane et de ses coéquipiers, cet espace sportif sera un véritable point de rencontre intergénérationnel. Alors Zidane qui se lance dans un nouveau projet, Balo, est-ce que vous êtes surpris par cet investissement? Non, pas surpris. Je pense qu'il a l'habitude de beaucoup s'investir dans le milieu du football. Mais ce qu'on retient, c'est qu'après l'annonce de Didier Deschamps qui a dit qu'il allait donc démissionner, sinon quitter précisément son poste de sélectionneur après la Coupe du Monde 2026, on est heureux de savoir qu'entre-temps, Zidane qui a repoussé, qui a rejeté toutes les offres pour être entraîneur, pour le moment, est en train de s'occuper. C'est-à-dire qu'à défaut d'être entraîneur et d'emmener les équipes, il investit donc dans un domaine plus large en ce qui concerne le sport. Et pour moi, c'est une très, très belle chose. Avec, on l'a dit, la possibilité d'avoir des matchs de football à 7. Il faut savoir que c'est la mode. Gérard Piqué, par exemple, a donc mis en place une compétition donc de football à 5. Avec la possibilité pour plusieurs joueurs de guider les équipes. Et Lamine Yamal, justement, va donc guider une équipe dans ce sens-là. Donc, on voit bien que des anciens joueurs sont petit à petit en train de s'investir dans les projets. Et concernant Zinedine Zidane, ce n'est pas du tout étonnant, puisque pour moi, ce n'est pas une première en France. C'est quelqu'un qui est très impliqué dans le développement du football de l'Hexagone. Un projet ambitieux qui pourrait rendre Zizou inoubliable, José? Oui, mais il est déjà inoubliable. Hein, c'est pas... Ce projet-là vient s'ajouter un peu à tout ce qu'est l'homme. Tout ce qu'est l'homme, tout ce que l'homme bâtit et tout ce qu'a été l'homme sur le terrain. Mais il faut dire que Zidane, lui, il y a deux modèles en fait dans la carrière des anciens joueurs qui reviennent. Il y a certains qui optent peut-être pour le volet administratif. Ils sont moins. D'abord, ils sont beaucoup taclés sur ce côté-là, c'est-à-dire qu'ils espèrent entrer dans les grands instants du football. Voilà, ils ne sont pas nombreux, mais quand ils essaient, vraiment, c'est en cela on parle souvent de rouage. Bon, voilà. Et il y a d'autres qui prennent la voie d'entraîneurs, d'investisseurs, de tout comme Zina est en train de le faire. Et je pense que c'est une bonne chose. Ce n'est pas un projet qui va faire de Zidane ce qu'il est. Zidane est déjà ce qu'il est. Voilà, aujourd'hui. D'accord. Oui, Clément. Ouais, j'avoue que c'est un gros projet quand même. On parle quand même d'un complexe sportif de 5 millions d'euros. On sait que c'est du social, mais en même temps, il va rentabiliser énormément. Ça sera quoi, le 4e Z5, parce que le Z5, c'est le nom qu'il a attribué à son projet. Ça pose quand même la question de la gestion de l'après-carrière. Voilà, il faut noter que la vie d'un footballeur, ça commence véritablement lorsqu'il a arrêté. Voilà, pas lorsqu'il est en activité. Et là, nos jeunes gens, nos joueurs africains, ils doivent apprendre énormément de ce qu'on appelle la gestion d'après-carrière, parce qu'on voit un homme qui ne s'affole pas, en tant que sur la pelouse et après-carrière également, il ne s'affole pas, il a de la suite dans les idées. C'est un modèle quand même à suivre en termes d'investissement, en termes de stabilité également, parce que ça lui permet quand même d'être tranquille, de ne pas avoir tout ce qui est soucis financiers également. Bravo à lui, parce qu'il était intelligent sur la pelouse, il est également intelligent en dehors de la pelouse. On sait qu'il a toujours eu la classe dans tout ce qu'il a effectué, que ce soit sur la pelouse également. Donc c'est bien quand même, on va l'encourager. C'est quand même un geste à saluer, parce qu'il contribue quand même au développement du sport, parce que dans ce sportif-là, il y aura des terrains de foot à 5, il y aura également des terrains de paddle, qui est quand même un sport hybride entre le tennis et le squash. Donc lui, on sait qu'après le football, il aime tellement le paddle également. Donc il essaie quand même de faire évoluer ce sport-là qui émerge tout doucement dans le monde du sport français. Oui, JP, par rapport à l'investissement de Zidane. C'est drôle, mais je ne suis pas surpris. Il reste dans le football 2. Zidane, c'est un homme qui, au-delà du football, est quand même immensement riche.
Je vois au niveau de ce complexe une zone qui est brandée au nom de son sponsor historique, ce qui veut dire qu'il se fait forcément accompagner. Ça contribue à pérenniser, je dirais, son œuvre, son nom, qui de toutes les façons ne sortira pas de l'esprit et des annales de la France. On sait qu'il fait partie aujourd'hui intégrante de l'histoire de la France. Voilà, bon, je pense que ça alimente plus son actualité. Vous savez que il est préposé à prendre la place de Didier Deschamps, donc il faut communiquer autour pour ne pas qu'il soit oublié. Parce qu'en cas d'oubli, peut-être une autre personnalité peut surgir. Tout ça, oui, tout ça, ça fait partie de la communication à mettre autour jusqu'à l'échéance fatidique qui est attendue, puisque le président de la Fédération française de football avait évoqué la possibilité d'entrer en négociation avec lui et plus rien, surtout par respect pour Didier Deschamps. C'est sûr que même s'ils sont en négociation, ils ne vont pas le dire maintenant. Ils vont attendre sûrement peut-être le début de la Coupe du Monde pour faire l'annonce ou même la fin de l'année. Donc il reste encore beaucoup de temps. Et c'est une très bonne chose. Ce que je vois dans cet investissement, c'est surtout un homme qui est engagé auprès de sa communauté afin de donner la possibilité à la jeunesse de ne pas être très oisive et de s'adonner au sport. C'est surtout ça, c'est le volet ludique et communautaire de cette œuvre-là qui m'attire plus que l'aspect financier, parce que je ne pense pas que c'est ce complexe-là qui va enrichir encore plus un homme qui est suffisamment riche. Voilà, Zinedine Zidane, c'est l'icône absolue. Nous passons à la dernière rubrique de l'émission. Il s'agit de l'actu. C'est maintenant. Et on ouvre le téléphone, le 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99, il est l'heure, hein, vous pouvez nous joindre dès à présent pour participer à l'émission. La question LGT, Ligue des champions UEFA, 8e de finale, quels sont vos favoris? Les affiches des 8e de finale de la Ligue des champions de l'UEFA qui se joueront mardi et mercredi sont particulièrement alléchantes, rendant difficile la tâche des pronostiqueurs. Quels sont vos favoris? On ouvre le débat après cette présentation de la rédaction. Voilà la question LGT, Ligue des champions UEFA, 8e de finale. Quels sont vos favoris? Ligue des champions UEFA, 8e de finale. Quels sont vos favoris? Le 27 21 59 93 99. Avant d'entamer notre discussion, voyons déjà le programme de ces 8e de finale de la Ligue des champions de l'UEFA. Oui, donc le mardi 4 mars 2025, le Club Bruges va affronter Aston Villa. Le Real Madrid va en découdre avec l'Atlético Madrid dans le cadre d'un derby madrilène. Le PSV Eindhoven va faire face aux Gunners d'Arsenal. Dortmund va affronter Lille. Et pour le mercredi 5 mars, on aura le choc PSG-Liverpool. Benfica face au FC Barcelone, un remake du tour précédent. Et donc le Bayern Munich face au Bayer Leverkusen et le Feyenoord Rotterdam face à l'Inter Milan. Voilà. Allez, messieurs, comme méthodologie, déjà, je vous propose de prendre match par match afin de connaître vos favoris. On va commencer avec la grosse affiche, hein, Real Madrid, Atlético Madrid. Balo, oui, quelle équipe vous semble la mieux armée pour passer ce tour? Oui, le Real, compte tenu de son expérience passée. Il faut savoir que très souvent, le Real Madrid en Ligue des Champions a pris le dessus sur cette équipe de l'Atlético Madrid. 2 fois en finale, on se souvient, lors de la décima, déjà avec ce but de Ramos dans les dernières minutes. Et après, au tir au but, le Real a pu disposer cette équipe de l'Atlético Madrid. Donc on voit bien que favorite, mais en tout cas d'une très juste courte tête donc, face à l'Atlético Madrid. D'accord. Real Madrid, Atlético Madrid, le favori de Balo, c'est Real Madrid. Oui, Clément. Ouais, je pense que Balo, il se méfie un peu de l'Atlético Madrid, mais même l'Atlético Madrid dans sa grande forme, que ce soit en 2014, 2013 et autres, voilà, il n'a pas réussi à faire sortir cette formation du Real, n'a pas réussi à battre le Real Madrid en finale. Le favori, c'est le Real Madrid. Voilà, oui, voilà, okay. Parce qu'on arrive dans une phase qui maîtrise que tout le monde. Et là, ils sont en train de reconstituer leur défense avec le jeune Asensio qui va apporter énormément à cette défense du Real Madrid. S'il retrouve les fondamentaux, si Carlo Ancelotti ne fait pas de la folie en remettant Tchouaméni en défense centrale et autres, et s'il arrive à rééquilibrer quand même son milieu de terrain, je pense qu'ils vont se classer cette formation de l'Atlético qui vient avec déjà un esprit défaitiste face à cette formation du Real Madrid, parce que c'est un plafond de verre qu'ils n'arrivent pas à franchir, qu'ils n'arrivent pas à briser également. Et quand on prend tout ce qui est scénario, quel que soit le déroulement football, et voilà, ils ont un peu de chance quand même pour aller titiller cette formation du Real Madrid. Oui, parce
parce que, en fait, moi, la question que j'aimerais vous poser, José Diaty, est-ce que les individualités au Real Madrid peuvent tenir aussi face au collectif de l'Atlético? Oui, bon, tout le monde connaît les individualités du Real Madrid. Oui. C'est les individualités aujourd'hui dans le championnat européen le plus capé, hein, avec Bellingham, Mbappé, Vinicius et Rodrigo aussi. Donc, pour moi, au-delà même des individualités, bon, le Real est carrément au-dessus, hein, parce que du point de vue statistique, du point de vue tout ce qu'on sait, d'abord, le Real, c'est la Ligue des Champions, c'est la compétition du Real, voilà. Donc, quelle équipe soit en forme ou en méforme, au moment où on l'accorde en méforme, mais quand elle arrive en Ligue des Champions, c'est une équipe transformée. Donc, pour ces deux raisons-là, vous avez évoqué la raison des individualités. Il y a ça, il y a les statistiques. Les deux équipes sont rencontrées à 7 reprises. Le Real l'a emporté à 5 fois, 2 fois nul et puis 2 victoires. Et puis depuis 4 saisons, l'Atlético, dans cette compétition-là, n'arrive pas à dominer le Real. Que ce soit en 2013, 2014, 2015, 2016, toujours dans le dernier carré, ils ont perdu 2 finales. Et puis toujours dans le dernier carré, une fois en quart de finale, une fois en demi-finale, ils n'ont jamais pu sortir le Real de Madrid. Donc le Real, pour moi, est favori sur cette rencontre. Nous avons un appelant, M. Kwame Yves. Il nous appelle de Divo. Bonsoir, M. Kwame Yves. Bonsoir, M. Kwame. On ne vous entend pas du tout. Oui, bonsoir, madame. Excusez-moi, est-ce que vous entendez? Non. Non, on ne vous entend pas. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Vous l'entendez? Non. Non, on ne vous entend pas, malheureusement, M. Kwame Yves. Si vous pouvez nous... M. Kwame Yves, bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Voilà, on vous entend très bien maintenant. OK, bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Et puis, on vous écoute. Ligue des Champions, UEFA, 8e de finale. Quels sont vos favoris? Mes favoris sont Real et Liverpool. Real et Liverpool. Real et Liverpool. Si ça va croiser soit en demi-finale, mais en finale, ça va croiser le Real contre Liverpool. Et puis Real va remporter. Ah, d'accord. Donc votre grand favori même, c'est le Real. C'est le Real. D'accord. C'est bien noté. Merci beaucoup, M. Kwame Yves. Merci bien, madame. Voilà, M. Kwame Yves qui nous appelait donc de Divo. Oui, Real Madrid, Atlético. Jean-Philippe, on vous écoute. Vous savez, comme on le dit en football, la vérité d'hier n'est pas forcément celle d'aujourd'hui et ne sera pas forcément celle de demain. Ces deux formations sont déjà affrontées à 2 reprises cette saison en championnat. Et les 2 rencontres sont soldées par le score nul de 1-1. Sur les 2 rencontres, le Real a dominé les débats face à l'Atlético, que ce soit chez eux, au Wanda Metropolitano ou à Madrid, au Santiago Bernabéu. Et à chaque fois, surtout sur le match qui s'est déroulé au Santiago Bernabéu, c'était l'élément déclencheur des polémiques même sur l'arbitrage, pour ne pas dire de l'exacerbation de la polémique sur l'arbitrage contre le Real Madrid, sur ce penalty sifflé en défaveur du Real pour une faute alors que le ballon n'était pas dans la zone d'Aurélien Tchouaméni. Mais tous ceux qui ont regardé le match savent pertinemment que l'Atlético de Madrid n'a pas pu tenir face au pressing des madridistes. Alors que ces 2 rencontres se sont déroulées dans un contexte où le Real, contrairement à l'Atlético, n'avait pas l'ensemble de ses joueurs et Carlo Ancelotti était obligé de faire jouer des milieux de terrain dans sa défense. Il était obligé de recomposer son équipe. Là, la semaine dernière, c'est la première fois que le Real se retrouvait avec, je dirais, une éphémérie quasi vide. Malheureusement, il y a 6 joueurs qui sont partis pour diverses raisons, dont la blessure la plus grave est celle de Ceballos. Mais Ancelotti, comme il a dit lui-même, il peut remplacer Ceballos par Modric. Tchouaméni va revenir dans le milieu. Il a récupéré Camavinga. Bref, il a son monde. Et donc, quand je regarde ça, je me dis qu'effectivement, le Real est favori. Et le Real a l'ascendant psychologique sur cette équipe de l'Atlético. Parce que si vous êtes à la place des joueurs du Real, vous allez vous dire, mais on était en difficulté, on n'a pas pu nous battre. Et là, on retrouve tout notre monde. Et là, c'est la Ligue des Champions. On a eu du mal à sortir de la phase de groupe. On s'est retrouvé barragiste face quand même à l'une des meilleures équipes de l'Europe, même si cette année, elle n'est pas du tout au mieux de sa forme qui est Manchester City. Ouais. On va croiser l'Atlético de Madrid, on ne doit pas s'arrêter là. Ça va être une rencontre complètement ouverte. Maintenant, ce sont aux colchoneros de faire un choix entre se donner à fond sur cette compétition ou, je dirais, peut-être la lâcher pour se concentrer sur la Liga. Ça va être un autre point d'interrogation parce qu'on sait qu'elle est au coude à coude avec le Real et le FC Barcelone au niveau de la Liga. Donc, c'est ce qu'on attendra de voir. Mais au niveau de la Champions League, il est clair que pour tous les observateurs du football,
c'est le Real Madrid, mais je suis d'accord avec Balo. On dira que c'est du 51-49. 51-49. Oui, parce que quand même, cette équipe est aussi assez en forme. Mais face au Real, bon, tout peut arriver. Tout peut arriver. Et puis surtout, on aura également le duel des coachs, hein, Carlo Ancelotti et Diego Simeone. Nous avons un appelant, M. Kofi Mathieu, qui nous appelle Mbato. Bonsoir, M. Kofi Mathieu. Oui, bonsoir, la toute puissante Marie-Christine. Bienvenue sur le plateau de la grande team. Et puis, Ligue des champions UEFA 8e de finale, quels sont vos favoris? Bien, mes favoris sont Liverpool et puis le Real de Madrid. D'accord. Parce que le Real de Madrid, depuis un moment, a pris cette compétition-là comme sa chasse gardée. Et donc, chaque année, elle remporte le trophée. Mais cette année, ils seront un peu dérangés par le réveil de Liverpool, qui est en son sein le meilleur joueur du monde actuel, même si certaines langues refusent de reconnaître parce qu'il est africain. Suivez mon regard. Donc, ce Liverpool-là ne va pas se laisser distraire par quelques bavardages que ce soit. Donc, les deux là vont passer. Et puis, à la finale, moi, je vois que c'est Liverpool qui va prendre la coupe cette année. D'accord. OK. Voilà. D'accord. C'est bien noté. Merci beaucoup, M. Kofi Mathieu. Merci bien. Et puis, bon week-end. Hein. Bon week-end à vous aussi. Voilà, allez, Ligue des champions UEFA, 8e de finale, quels sont vos favoris? Et puis on a également le choc de la Bundesliga, hein, Bayern Munich avec Leverkusen. Favoris? Un match équilibré, pour moi c'est du 50-50, même si sur l'expérience dans cette compétition, le Bayern a de l'avance. Et vous savez que très souvent cette compétition réussit aux équipes d'expérience, mais sur les forces en présence, sur non seulement la qualité des effectifs, et sur la forme du moment, moi j'estime que c'est du 50-50. Parce qu'avec Vincent Kompany, Bayern Munich n'est plus le rouleau compresseur, l'équipe impressionnante qu'on a connue par le passé. Alors qu'à contrario, le Bayern Leverkusen est une équipe qui monte en puissance avec Xabi Alonso, et avec tout son effectif. Donc pour moi les joueurs comme Victor Boniface, notamment en attaque, donc pour moi, c'est du 50-50. Du 50-50 pour vous. Oui, Clément. Oui, du 50-50 également, hein, parce que le Bayern Munich, c'est plus ce grand Bayern-là qui était capable d'écraser tout le monde en Allemagne. On a vu lors de la première phase qu'ils ont eu beaucoup de failles quand même. Ils ont laissé filer beaucoup de points. Ils étaient en difficulté clairement dans le jeu. Et même les débuts pour Vincent Kompany, c'était quand même un peu difficile. Voilà, ils cherchent quand même à construire une équipe. Et pour l'instant, ce n'est pas encore une stabilité, ce n'est pas encore la grande forme. Et ici, il y a une formation qui est capable d'aller les chercher dans le jeu. C'est quand même cette formation de Bayer Leverkusen qui sait jouer le football offensif avec ces jeunes joueurs, des garçons tels que Wiss et autres qui portent quand même cette formation de Bayer Leverkusen qui court énormément, qui met ce pressing-là. Ils sont capables quand même d'aller chercher le Bayern Munich. Après, en termes d'ascendant psychologique, le Bayern quand même pas un peu favori parce qu'on sait que c'est le monument du football allemand. Ils arrivent quand même à dompter tout ce qui est club allemand dans tout ce qui est confrontation, mais ça reste du 50-50 dans l'état de forme, comme l'a dit Balo, dans l'état de forme, ça fait quand même du 50-50 et on va voir quand même ce que va donner ce choc 100% allemand. Ce choc 100% allemand en Bayern, Leverkusen, oui, José Diati. Non, moi je mettrais une pièce sur Leverkusen, hein, parce que c'est l'équipe en forme du moment. C'est vrai que sur le papier et par le nom, on voit le Bayern de Munich, mais ces deux équipes ne se sont jamais rencontrées, je pense, en Ligue des Champions. Je pense que c'est la première fois. Mais même en championnat, que ce soit en 2023, même quand le Bayern était en forme, même en championnat en 2023, Leverkusen a pris le dessus sur le Bayern. Une victoire, ils ont fait un nul au championnat. En 2024, pareil, Leverkusen a pris la victoire à nul. C'est-à-dire que Leverkusen a un ascendant psychologique sur le Bayern, vraiment. Parce qu'au niveau du championnat, ces 3 dernières saisons, le Bayern n'a pas tenu devant. Ils n'ont fait que des nuls et le Leverkusen l'a emporté. Donc moi, je mettrais vraiment une pièce sur le Bayern Leverkusen puisque c'est un derby. C'est les deux têtes d'affiche actuellement au championnat. Et c'est un derby. Je pense que la motivation sera un peu plus du côté de Leverkusen. Donc je mettrais une pièce favorite sur Leverkusen si je dois faire mon talent. D'accord. Votre favori donc, pour ce duel, pour vous, ce serait donc Leverkusen. Oui, Jean-Philippe. Moi, je vais parler sur le Bayern Munich. Moi, je le dis, dans cette compétition, l'histoire compte trop. L'histoire compte énormément. L'histoire sert à motiver
Le Bayern est en train d'écrire son histoire au niveau de l'Allemagne. Il faut noter que ce club n'a été champion d'Allemagne qu'une seule fois, et c'était l'année dernière. Donc ce club est en train de lutter pour écrire son histoire, pérenniser son histoire d'abord sur le plan local. C'est vrai que profiter de cette embellie-là pour essayer de réaliser un bon parcours en Champions League en éliminant l'ogre du pays serait une bonne chose. Mais en réalité, est-ce que cela fait partie des objectifs assignés véritablement à l'entraîneur? Est-ce qu'ils ont l'effectif pour aller assez loin sur les deux tableaux, bien que nous soyons en Europe et que ce soit un club professionnel, quand on voit déjà comment les autres souffrent pour pouvoir arriver le plus loin possible dans cette compétition. Du côté du Bayern Munich, ils ont des arguments de poids. Ils ont des joueurs d'une qualité extraordinaire et tout le monde le sait, la motivation qu'on a en Champions League, et comme Didier Drogba aimait à le dire, la petite musiquette d'avant le match, ce que ça a créé comme effet dans le corps des joueurs et la motivation qu'on a en championnat, c'est pas du tout pareil. Voilà, en championnat, on s'est dit, oui, il y a une rencontre aujourd'hui, on peut faire un mauvais match, il peut y avoir des circonstances sur la journée qui suit pour qu'on se retrouve en tête, mais en Ligue des Champions, ça ne pardonne pas, c'est la concentration maximale. Est-ce que ces garçons du Bayern Leverkusen, auront donc cette concentration maximale en aller et en retour face à cette équipe du Bayern Munich? Je veux bien le croire. C'est ouvert, c'est aujourd'hui la seconde force sportive, pour ne pas dire la seconde force footballistique du championnat d'Allemagne, mais pour moi, je pense que le Bayern normalement devrait s'en sortir. Et pour terminer, si le Bayern ne s'en sortait pas, ben je ne donnerais pas cher de la peau de compagnie. Un appelant, M. Aruna, il nous appelle de Yopougon, camp militaire. Bonsoir, M. Aruna. Oui, bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ligue des champions UEFA, 8e de finale. Quels sont vos favoris, M. Aruna? Bon, pour moi, favori, c'est Real Barça. Pourquoi pas Real Barça en finale? Et puis en finale, le Real va remporter son 16e étoile. D'accord, ok. Merci beaucoup, monsieur Aruna, qui nous appelait donc de Yopougon, camp militaire. Et puis, de son côté, le Paris Saint-Germain, oui. Est-ce qu'il pourra créer l'exploit face à Liverpool? Moi, je dirais non. Parce que c'est l'une des confrontations où je suis moins partagé. Je suis de plus en plus convaincu de mon pronostic. Pour moi, Liverpool va éliminer le Paris Saint-Germain. Peut-être avec, si vous voulez, une avance courte avec une équipe du PSG qui va en tout cas exister, puisque actuellement elle est sur une bonne dynamique. Mais pour moi, Liverpool vraiment a toutes les qualités pour surplanter cette équipe du Paris Saint-Germain, avec déjà un bon gardien, Alisson Becker, avec une équipe qui collectivement fonctionne très bien, emmenée par un grand guide qui est Mohamed Salah, qui est de plus en plus confiant. C'est une équipe qui peut s'appuyer sur le fait qu'elle a pris de l'avance en championnat. C'est-à-dire qu'elle est sur un matelas pour pouvoir maintenant concentrer ses forces sur la Ligue des Champions. Parce que Arsenal a fait nul face à Nottingham Forest et elle a relégué Arsenal maintenant, je crois, à plus de 10 points. Donc pour moi, Liverpool va passer face au PSG. Liverpool qui est leader de la phase de la Ligue, oui. Oui, mais moi je ne partage pas l'avis des ballots parce que quand on voit la progression du PSG, c'est vrai, Liverpool sur le papier est favorite, mais attention, le PSG aujourd'hui est dans une dynamique, en tout cas, c'est 15 matchs, ils ont marqué 50 buts en 15 matchs aujourd'hui, seulement 15 matchs, invaincus en 2025 pour la saison. Donc attention, et je pense que l'équipe du PSG cette année, c'est l'équipe qui peut créer la surprise. C'est l'équipe la moins bling-bling que le PSG ait connue depuis près de 10 ans, mais aujourd'hui qui produit des résultats. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de stars, mais qui produit des résultats. Et c'est deux styles différents. C'est la possession contre la possession qu'a le PSG et puis bon, les balles en avant que balance Liverpool. Donc moi je pense que ça peut se jouer. Moi je mettrai quand même, je dis que c'est un match 50-50. Je ne vois pas du tout Liverpool trop favorite et gagner directement ce match. Clément, et vous? Paris Saint-Germain, Liverpool. Je pense qu'il y a 2 mois de cela, moi je ne parlerai pas de duel, mais voilà, depuis un bon moment, le Paris Saint-Germain... parce que le PSG a retrouvé quand même un peu de sa forme, tout ça. Il y a un collectif qui est là, et là, ils sont pas dépendants d'une star, parce qu'ils sont condamnés à jouer ensemble. Après, est-ce qu'ils ont cette capacité-là, est-ce qu'ils ont cette force-là pour résister à l'intensité que met Liverpool actuellement dans ces rencontres-là? Liverpool, c'est tellement fort de partout, dans tous les secteurs.
acteur et voilà, tu dois être capable de répéter les efforts avec eux sur 90 minutes parce qu'ils ont un rouleau quand même qui est un rouleau compresseur. Ils ont quand même Mohamed Salah qui est le meilleur joueur du monde actuellement, meilleur buteur de la Première Ligue et puis c'est quoi, meilleur passeur de la Première Ligue également. Liverpool, c'est seulement que 5 buts encaissés dans cette compétition-là. Mais après, au football, tout peut arriver. Hein. Moi, je vois 4 formations aller au bout dans cette compétition-là. Le Real Madrid, le Football Club de Barça, Liverpool et puis cette formation de l'Inter de Milan qui est solide également. Mais on va voir ce que ça va donner. Ça semble être intéressant en termes de duel parce que tu as un Dembélé qui retrouve un peu d'efficacité quand même. Dembélé face à Mohamed Salah de l'autre côté. Oui, tout à fait. Ça sera quand même un beau duel, même si Salah il est quand même au-dessus en termes d'efficacité, de vista également par rapport à Dembélé qui commence. Ne partage pas votre avis. Non, mais j'étais étonné par l'occasion manquée. Dembélé, c'est maintenant qui commence à être constant, alors que tu as un joueur comme Salah qui, depuis un bon moment et depuis plusieurs saisons, est en train de banaliser tout ce qui est record. Donc, on va voir ce que ça va donner. Voilà, mais Liverpool, pas favori de ce duel-là quand même face au Paris Saint-Germain. Nous avons un appelant, M. Diomandé. Il nous appelle de Mans. Bonsoir, M. Diomandé. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci. Voilà, on vous écoute. Ligue des champions UEFA, 8e de finale. Quels sont vos favoris? Moi, j'ai 2 favoris. Oui, lesquels? Le premier, c'est l'Inter de Milan. OK. La seule équipe italienne qui reste en course. Je crois qu'il va sortir dans le dos. Qui va surprendre, oui. Exactement. Et la deuxième équipe? Ouais, la deuxième équipe, c'est le PSG. D'accord. En toute franchise, quand j'analyse le match du PSG, dans les complémentarités, dans les choix tactiques, avec un milieu bonifiant, je crois que le PSG va éliminer les Reds de Belgique. D'accord. OK. Et donc, je vois un PSG Milan peut-être en finale, pourquoi pas, et remporté par l'Inter de Milan. D'accord. C'est bien noté. Merci beaucoup, monsieur, pour votre participation à l'émission, monsieur Diomandé, qui nous appelait donc de Mans, Paris Saint-Germain, Liverpool. Oui, le favori de Jean-Philippe. C'était le pire tirage pour Liverpool. Ah. Ça, je le dis clairement. Quand je regarde le tirage, et même les supporters de Liverpool, le tirage sur la page de leur club ont signifié qu'on ne peut pas terminer premier en se disant qu'on va, tous ces points de tirage au sort, prendre peut-être la moindre outil des formations et se prendre ce PSG-là, surtout en ce moment de la saison, avec ce que ce PSG réalise. L'équipe de Luis Enrique, merci, est impressionnante. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'elle évolue dans un championnat qui ne soit pas considéré par les autres grands championnats européens. Mais c'est que c'est une équipe qui dégage, même pas de la sérénité, mais une certaine audace dans son jeu, qu'elle est capable de faire du mal à n'importe quel type d'adversaire. C'est une formation qui est très imprévisible. Et elle peut être dans un jour sans, être largement dominée, battue par cette équipe de Liverpool, comme elle peut avoir un sursaut d'orgueil qui va la rendre intenable. Et vous savez ce qui est encore, je ne vais pas dire marrant, mais ce qui est encore plus étonnant dans sa position du PSG, c'est que cette année, les dirigeants ne leur mettent même pas la pression pour remporter la Ligue des Champions. Voilà, ils jouent, ils peuvent se faire éliminer. Ils sont dans un projet, ils sont en train de construire. Donc, ils ont retiré des épaules les garçons cette pression qui consistait quand il y avait un Kylian Mbappé, un Neymar. À chaque année, se dit, on est obligé d'aller la chercher. Cette année, ils ne sont pas obligés d'aller la chercher. Les garçons sont en train de jouer pour apprendre. Et regardez l'effet que ça a sur eux. Ousmane Dembélé libéré. On a le jeune Doué qui est extraordinaire. Ils ont pris Kara qui est venu de Naples, qui est rapidement rentré dans le moule. Ils ont des milieux de terrain incroyables. Voilà, donc je pense que ça va être une rencontre très ouverte. Sûrement qu'à Anfield, cette équipe-là n'aura pas suffisamment de gens pour tenir... le match retour à Anfield. Oui, au match retour, sûrement qu'elle n'aura pas les gens pour tenir. Mais à l'aller, je suis sûr et certain que les joueurs de Liverpool ne pourront pas supporter la pression du Parc des Princes. En tout cas, on a l'ex-international gabonais, Armand Ossé, chroniqueur aussi à Bein Sport, qui a accepté de jouer le jeu en nous livrant son pronostic. On l'écoute. Alors, mon pronostic pour les 8e de finale de la Champions League, je pense que les équipes très expérimentées à ce niveau vont passer.
à quelques exceptions près. Pour le choc PSV Eindhoven-Arsenal, je vois très bien Arsenal passer, tout simplement parce que c'est une équipe beaucoup plus complète, avec une meilleure profondeur de banc de touche et son parcours aujourd'hui et son état de forme aujourd'hui en Premier League. Le choc Bruges contre Aston Villa, c'est deux équipes qui ont des chances, moi je pense, égales, avec une préférence pour FC Bruges compte tenu de l'exploit réalisé au tour précédent qualificatif. Pour le match Feyenoord contre Inter de Milan, je pense que l'Inter de Milan à ce niveau est beaucoup plus expérimenté. Même si c'est une équipe qui n'est pas en ce moment très en forme dans son championnat au Calcio, je pense néanmoins que sur des matchs de cette envergure, ils sauront s'en sortir, je dirais pas aisément, mais ils s'en sortiront. L'Atlético Madrid croise le fer de l'autre madrilène, de son voisin ennemi, le Real Madrid. Je pense que le Real Madrid est dans sa compétition. Voilà, c'est une équipe qui est montée en puissance. On a retrouvé un Kylian Mbappé qui est presque dans sa vitesse de croisière, une force offensive impressionnante et un milieu de terrain très équilibré avec une défense qui nous surprend malgré les absences avec le jeune Asensio qui prend vraiment de l'envergure. Le Barça va croiser aussi le fer à Benfica. Ça va être un match, mais le Barça sortira vainqueur compte tenu de sa montée en puissance, d'une équipe qui s'est construite autour des jeunes très dynamiques et très talentueux et avec un avant-centre qui n'est qu'un tueur, Lewandowski. Le choc tant attendu, où beaucoup ne se prononcent pas parce que c'est équitable, et je suis d'avis de tout le monde, entre Liverpool et le Paris Saint-Germain, c'est 50-50. Et tout simplement parce que c'est deux grosses écuries. Paris a su parer au départ de Kylian Mbappé, collectivement la solution apportée au départ de Kylian Mbappé, trouvée par Luis Enrique, c'est le collectif. Le collectif est plus fort, le plus complet depuis quelques années, depuis l'ère Qatari, à mon sens. Je pense que ça va se jouer. Il y a vraiment un gros potentiel. Maintenant, il faut les concrétiser sur le terrain. Donc moi, je pars sur 50-50, mais avec une préférence pour le Paris Saint-Germain. Alors, le duel des Bavarois, le Bayern de Munich contre le Bayern Leverkusen, comme je l'ai dit à l'énoncé, je pense que les équipes les plus expérimentées passeront. Et à ce stade, le Bayern de Munich est beaucoup plus outillé que le Bayern Leverkusen. Merci beaucoup. Voilà, merci à vous aussi. Bon, déjà, est-ce que c'est juste de dire que logiquement, le FC Barcelone et puis Dortmund vont passer le cap de Benfica et de Lille? Bon, moi, je ne vais pas être long. Hein. De toutes les façons, je pense que Dortmund va battre Lille. C'est ce que je pense. Benfica et Barça sont déjà affrontés. Il y a eu 5-4. Bon, bref, Barça va passer. Là, je le dis clairement. Oui, Barcelone, Dortmund, pour moi, vont passer. Et Clément? Barça, Dortmund également. Barça, Dortmund. Barça, Dortmund, d'accord. Donc, Serhou Guirassy qui risque d'être un réel atout pour Dortmund, en tout cas, on le note. Et puis, les étonnantes formations néerlandaises, à savoir Feyenoord et le PSV Eindhoven. Ah ouais, je pense que l'Inter de Milan doit se méfier quand même. On sait que les Néerlandais n'ont pas quand même réussi aux formations italiennes. On sait que Juventus s'est fait sortir, Milan également s'est fait sortir. Donc, attention quand même. Mais pour moi, en termes de projet, l'Inter est plus cohérente parce que c'est la meilleure défense de cette compétition avec seulement qu'un seul but encaissé. Oui, Abalo. Oui, l'Inter de Milan. L'Inter de Milan. Pour moi, l'équipe favorite. Et puis, la deuxième confrontation. PSG Arsenal. Voilà. Donc, pour moi, Arsenal. Donc, Arsenal et l'Inter. Oui, Jean-Philippe. Mais je pense que ce sera l'arrêt du parcours des Hollandais. Je le pense sincèrement. Je pense qu'Arsenal et l'Inter vont prendre le meilleur sur le PSV. D'accord, donc l'Inter Milan et Arsenal qui peuvent rééditer l'exploit selon Jean-Philippe. Oui, José. Oui, Inter-Arsenal. Inter-Arsenal aussi pour vous. Et puis l'issue de l'opposition Club Bruges-Aston Villa. Clément? Moi, je pense que Bruges FC. Bruges
Bruges parce qu'ils voilà, ils ont quand même un football qui est plaisant, ils jouent tellement bien. On a vu le match face à Manchester City. Ils ont de quoi quand même aller embêter dans ce duel de 50-50, cette formation de Aston Villa. Ballot 50-50, mais pour moi, léger avantage au Villains, Aston Villa. Et Jean-Philippe? En gros budget, bon entraîneur, je dirais Aston Villa. Et José Moi, j'ai Jati? même une pièce sur Bruges. Sur Bruges. Aston Villa, même au niveau même de la Première Ligue, c'est pas trop ça. En tout cas, Ligue des champions UEFA, 8e de finale. Quels sont vos favoris? Écoutons l'avis du public sportif ivoirien. Je vais dire le Real, le Barça, Arsenal, Bayern, et puis bon, le PSG. D'abord, ils sont riches en joueurs et puis la tactique de jeu par rapport aux autres clubs, je crois que ces clubs sont plus élevés selon les tactiques. Bon, déjà, cette Ligue des champions, là, c'est compliqué. Hein, parce que moi, mon club, déjà, c'est Liverpool. Et d'après les statistiques que je vois là, je pense que les équipes à se qualifier pour les 8e de finale, je vois Liverpool, Real de Madrid, Inter de Milan, et puis peut-être Barcelone, FC Barcelone. Je vois comme ça le Real de Madrid, l'Arsenal, le Dortmund et le Barça. Et je vois aussi le Paris Saint-Germain, Aston Villa, Inter de Milan et Bayern de Munich. Pour moi, d'abord, les favoris, il y a le Real Madrid, ensuite le Bayern Munich, le Barcelone, l'Inter de Milan et le PSG. Parce que d'abord, au Real Madrid, il y a Mbappé qui fait de très bonnes performances. Ensuite, à Atlético, il y a Griezmann qui est là aussi. Mais je vois que cette confrontation est que minime. Vu que Mbappé est déjà là, le match est déjà pris en compte. Pour moi, c'est le Barça. Le Barça a plus de chances de passer les 8e de finale. Certes, Benfica, c'est un grand club, mais comme je l'ai dit, on a déjà gagné Benfica une fois et on peut le refaire. C'est une question de concentration. Ligue des champions UEFA, 8e de finale. Quels sont vos favoris? C'était donc la question LGT qui nous a accompagnés tout au long de l'émission de ce soir, l'émission qui prend fin à présent. Merci beaucoup, messieurs. Merci, Ballot. Je vous en prie. Merci, Jean-Philippe. Merci, José Jati. Merci et bon week-end. Bon week-end à vous aussi. Merci, Clément. Je vous en prie. Today is Friday. Today is Friday. Voilà, c'est le week-end. Un week-end avec du bouillon de poulet. Exactement, le bouillon de poulet de José Jati. Merci beaucoup, Valo. Allez, bon week-end à tous avec les programmes de la 3. Hein. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites du sport.